Bien, nous allons maintenant commencer le TD5 sur les matrices. C'est le chapitre le plus important. Les matrices, c'est ce qui permet de calculer l'image d'un vecteur par une application linéaire. C'est un moyen de calcul. Une matrice, c'est vraiment là ce qui résume une application. Donc commençons par l'exercice 1. Donc la matrice A qui est donnée, il faut calculer sa trace. C'est simplement la somme des quotients diagonaux. Donc ici ça fait 1. Et puis le rang, c'est la dimension de l'image. Alors, la dimension de l'image de l'application linéaire associée. Comment on la calcule ici? Eh bien, par exemple, si on regarde la base naturelle qu'on appelle la base canonique, E1, E2, E3 que vous connaissez très bien, eh bien, les colonnes de A sont les images des vecteurs E1, E2, E3, et on range les coordonnées des images donc, dans la matrice. J'ai mis les codes couleurs pour que vous puissiez repérer l'image des vecteurs correspondants. Voilà, donc en ce sens, une matrice, c'est rien d'autre que stocker en colonne les images des vecteurs de base. Bien, alors à partir de là, c'est facile de calculer la dimension de l'image, c'est-à-dire le rang. Il suffit de regarder que lorsque vous prenez un vecteur x qui s'exprime comme x1, x2, x3, son image, c'est simplement x1 fois f de 1 plus x2, f de 2 plus x3 fois f de 3 par linéarité. Donc x1 fois la colonne, première colonne de la matrice, plus x2 fois la deuxième colonne de la matrice, plus x3 fois la troisième colonne de la matrice. Parce que justement, les colonnes sont les images des vecteurs de base. Donc, pour calculer cette combinaison de vecteurs colonnes, ça revient aussi à faire le produit de la matrice A par le vecteur colonne x1, x2, x3 qui représente les coordonnées de x dans la base canonique ici. Donc on trouve directement l'image de x en faisant le produit matrice-vecteur. Et on trouve à ce moment-là un vecteur colonne dont les composantes sont, en faisant le produit des rouges par les rouges, du vert par le vert et du bleu par le bleu, on combine les colonnes. Et cette combinaison des trois vecteurs colonnes, on peut la calculer et on obtient facilement ce qui est écrit à droite. On peut faire le calcul colonne par colonne, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas obligé de faire le calcul coefficient par coefficient. C'est vraiment x1 fois la première colonne, plus x2 fois la deuxième colonne, plus x3 fois la troisième. Ça permet de calculer plus vite. Donc multiplier à droite par un vecteur, ça revient à combiner les colonnes de la matrice par les composantes du vecteur. Alors, maintenant, le rang, c'est la dimension de l'image. Donc c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par f de 1, f de 2, f de 3. Donc c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes. Donc le rang, c'est important de voir que c'est la dimension de l'espace des colonnes. D'accord? Alors, cette façon de voir est essentielle. Donc, une façon de calculer, eh bien, c'est par exemple de combiner les colonnes entre elles pour se ramener à une matrice échelonnée. Alors, on peut le faire par des opérations élémentaires, vous avez vu ça en cours, opérations élémentaires sur les colonnes, ou aussi sur les lignes. Mais à ce moment-là, il faudrait peut-être que vous ayez vu en cours que le rang d'une matrice, c'est aussi la dimension de l'espace engendré par les lignes. Les deux, en fait, espaces vectoriels ne sont pas les mêmes du tout. L'espace engendré par les vecteurs lignes ou l'espace engendré par les vecteurs colonnes, ils ne sont pas du tout semblables, mais ils ont la même dimension. Bien. Alors ici, je vais travailler avec les colonnes. Donc l'espace engendré par C1, C2, C3, où j'appelle C1 la colonne 1, C2 la colonne 2, C3 la colonne 3, eh bien, c'est aussi le même espace que C1, C2 moins 3C1, C3 moins 2C1 par exemple. Parce qu'évidemment, ces trois vecteurs sont obtenus à partir des premiers, donc il y a une inclusion de cet espace dans le précédent, mais aussi à partir de ces trois vecteurs, on peut récupérer les premiers en faisant les opérations inverses. Donc les deux espaces vectoriels sont égaux en fait. Et donc en faisant cette opération sur les colonnes, je passe de la matrice originale à la matrice que j'ai écrite à côté où eh bien, la deuxième et la troisième colonne commencent par des zéros. Puis si je poursuis le processus, je ne change toujours pas la première colonne, mais je remplace, je ne change pas la deuxième non plus, et la troisième, je vais lui soustraire 6/7 de la deuxième.
et comme ça je fais apparaître un 0 en plus. Donc j'ai une matrice triangulaire si vous voulez. Et on dit qu'on a échelonné la matrice. Alors on peut l'échelonner dans ce sens-là, en train avec les colonnes, ou l'échelonner en train avec les lignes. Le résultat est le même. Et à la fin on compte le nombre de lignes non nulles. Ça donne le rang. Ici donc le rang c'est 3. Bien. Donc le rang de la matrice c'est 3. De la même façon, on pourrait faire les calculs pour la matrice B. On trouve que le rang c'est aussi 3. Et sa trace, facile à calculer, on trouve que c'est 0 ici. Voilà. Bon, là c'est presque plus facile parce que vous voyez déjà là, une partie de la matrice est déjà presque échelonnée. On voit bien que le premier vecteur, il n'est pas combinaison des deux suivants. D'accord? Et puis que les deux dernières colonnes, elles ne sont pas proportionnelles. Donc là, on pouvait le voir aussi de façon immédiate que les trois colonnes sont indépendantes. Mais bon, on peut aussi faire par le calcul en échelonnant la matrice. Passons à l'exercice 2 maintenant. Donc on donne une application linéaire de matrice donnée, ici, dans la base canonique, la base naturelle de R3, et puis on donne trois vecteurs U1, U2, U3, dont les coordonnées sont spécifiées ici, et on essaye de calculer, donc, d'abord, de voir d'abord que U1, U2, U3 forment une base de l'espace R3. Donc pour ça, il y a deux façons de faire. Soit on montre que c'est une famille libre, trois vecteurs libres dans R3 c'est une base, soit on montre que c'est une famille génératrice, parce que trois vecteurs générateurs en dimension 3, c'est aussi une base. Je pense qu'on va plutôt travailler avec la dimension de l'espace engendré, ce qu'on appelle le rang de la famille de vecteurs. Le rang de U1, U2, U3, c'est aussi la dimension de l'espace engendré. C'est une définition que vous avez peut-être vue en cours, mais elle est naturelle si vous voulez. Vous mettez les trois vecteurs en colonne, l'un à côté de l'autre, et bien le rang du système des trois vecteurs, c'est pareil que le rang de la matrice formée de ces trois colonnes. Et c'est donc la dimension de l'espace vectoriel engendré par les trois colonnes, donc les trois vecteurs. Alors c'est une base, si et seulement si c'est génératrice, donc si et seulement si, ces trois vecteurs engendrent un espace de dimension 3, donc si et seulement si leur rang est 3. Je vais calculer le rang. Alors là je vais le faire un peu autrement, pour vous montrer que ça donne la même chose. Je vais travailler avec les lignes. Travailler avec les lignes, ça permet de... Bon, c'est une façon équivalente, hein, mais disons qu'ici c'est pour voir que ça donne le même résultat. Vous avez vu en cours que lorsque je multiplie à gauche par une matrice d'opérations élémentaires, ça ne change pas le rang. Et quand je multiplie à gauche par une matrice, ça revient à combiner les lignes entre elles. C'est ce que je vais faire. C'est pas la même chose que lorsque je multiplie à droite par une matrice, parce que là je combine les colonnes. Vous voyez, c'est différent. Mais multiplier à gauche ou à droite par une matrice inversible, ça ne change pas le rang. Donc, je peux travailler aussi en ligne. Donc, je vais commencer comme ça. Donc, à la première ligne, je ne la bouge pas. La deuxième, je soustrais la première. À la troisième, je soustrais la première. Ça me donne la matrice où j'ai nettoyé la première colonne. Ça, vous êtes habitué à faire ça. C'est ce que vous faites quand vous faites le pivot de Gauss. Et puis ensuite, je nettoie la deuxième colonne, c'est-à-dire je mets un 0 en troisième position de la deuxième colonne. Et pour ça, je soustrais un demi de la deuxième à la troisième. Et je trouve encore une matrice triangulaire avec trois lignes non nulles. Donc le rang, c'est bien 3 ici. Donc on a bien une base. La question suivante, il faut calculer la matrice de l'application F dans cette nouvelle base. Alors c'est plus E1, E2, E3, c'est U1, U2, U3. Je l'appelle U cette base. Donc la matrice qui va s'appeler A' maintenant ne sera pas la même matrice que A. Hein. A priori elle est différente de A. D'accord? Matrice qui va être différente de A. Là j'ai mis un prime. Alors elle aura trois colonnes. Et dans la première colonne, on met les composantes du vecteur f de U1. Composantes dans la base, justement, U1, U2, U3. Dans la deuxième colonne, on va écrire les composantes de l'image f de U2 dans la base U1, U2, U3. Et dans la troisième colonne, on va mettre les composantes de f de U3 dans la base U1, U2, U3. D'accord? Alors, ici,
je vais souligner une erreur commune que j'ai vue dans ceux qui ont eu qui ont projeté leur écran. C'est que lorsque vous calculez f de xu1 plus yu2 plus zu3, ben c'est pas pareil que de calculer f de xyz. Parce que xyz, c'est un triplet. Ce triplet vaut x fois e1 la base canonique, plus y fois e2 la base canonique, plus z fois e3. Mais c'est pas pareil que xu1 plus yu2 plus zu3. Parce que si vous regardez bien ce que ça donne, x fois u1 ça fait x fois le vecteur 1, 1, 1, 1, y fois u2 ça fait y facteur de 1, moins 1, 0, et z facteur de u3 c'est z facteur de 1, 0, moins 1. Ça donne le triplet x plus y plus z, x moins y, x moins z. Donc faire attention, d'accord, x, y, z, c'est pas pareil que x, u1, y, u2 plus z, u3. Par contre, on peut dire, c'est que, on peut dire la chose suivante, et ça c'est une erreur que souvent, enfin une confusion souvent faite par les étudiants, c'est que le vecteur x, u1 plus y, u2 plus z, u3, il a pour coordonnées, eh bien, x, y, z, je le mets en vertical dans la base U ronde. Donc si vous voulez, dans la base U ronde, effectivement, elle se représente par un triplet. Mais je le mets verticalement sur ces composantes x, y, z dans la base U ronde. Et c'est bien différent du triplet x, y, z. Vous voyez, ça, c'est pas pareil que x, y, z. Donc, il faut faire attention. Quand vous changez de base, le vecteur qui est fixe, et bien, ses coordonnées changent. Donc, faites attention à ne pas confondre un vecteur avec le vecteur colonne de ses coordonnées. Il faut dire dans quelle base ces coordonnées sont utilisées. Sinon, ça ne vous précise rien. Bon, alors la première méthode de changement de base, c'est celle qui applique le cours. On va utiliser une matrice de passage. D'accord? Les matrices de passage, c'est des matrices dans lesquelles on stocke les composantes des vecteurs de la nouvelle base dans l'ancienne. Donc ici, je vais écrire U1 en colonne, U2 en colonne, U3 en colonne, dans l'ancienne base U1, U2, U3. Donc on met les coordonnées de la nouvelle base par rapport à l'ancienne. Alors la formule qu'il faut connaître de changement de base, elle n'est pas aussi intuitive qu'on pourrait le croire. Si j'appelle grand X le vecteur colonne des composantes dans l'ancienne base, ou des coordonnées, c'est pareil, grand X', le vecteur colonne x', y', z' des composantes dans la nouvelle base, eh bien, on a la formule à connaître. C'est rare que je dise ça, mais là, il faut vraiment la connaître. X égale px'. C'est-à-dire, curieusement, on exprime très facilement les anciennes coordonnées à l'aide des nouvelles. Ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser. Alors que la matrice de passage, elle donne les coordonnées de la nouvelle base dans l'ancienne. Voilà. Donc, faut bien avoir compris ça. Alors, c'est facile à vérifier si vous voulez. Vous prenez par exemple x' égale 1, 0, 0. Donc, ça veut dire que c'est les composantes d'un vecteur qui a comme coordonnées 1 sur U1, 0 sur U2, 0 sur U3. Donc, c'est U1. Et quand vous multipliez la matrice P par 1, 0, 0, ça vous donne la première colonne. Et ça vous donne les composantes de la première colonne, qui sont justement les composantes de U1 dans l'ancienne base. Donc ça, c'est assez curieux, c'est contre-intuitif, on dit que c'est une formule contravariante. Si vous voulez une façon intuitive de la comprendre, c'est, mettez que vous êtes en dimension 1, vous êtes dans R, et vous prenez comme vecteur de base 1, d'accord? C'est le réel 1, c'est la base de R, c'est une base de R. Bon ben X, ses composantes, c'est X fois 1, donc c'est X. Maintenant, imaginez que vous doublez la taille du vecteur de base. Vous prenez 2 comme vecteur de base. Ben, x, quand je double la taille du vecteur de base, sa composante est divisée par 2. X, c'est x sur 2 fois 2. Donc, si vous voulez que je trouve les nouvelles coordonnées, x' à l'aide des anciennes, il faudra utiliser la matrice inverse.
Donc 2, je suis passé à 1,5. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc les anciennes composantes s'expriment à l'aide des nouvelles. Si je regarde les coordonnées de l'image du vecteur x par l'application f dans la base canonique, je l'appelle grand y, et bien grand y, ça sera égal à a fois grand x. Le produit matrice-vecteur, ça correspond à l'image de x par l'application linéaire. Alors je remplace x par sa valeur, x est px', donc ça fait y égale a px', mais la même formule de changement de base s'applique. J'ai y égale py'. Les anciennes composantes de y sont égales à la matrice de passage fois les nouvelles. Donc, si vous voulez, j'obtiens py' égale a px'. Et en multipliant par p-1, d'accord, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens y', c'est p-1 a px'. Et ça, c'est la nouvelle matrice. La nouvelle matrice de f dans la base U. Puisqu'elle me permet de passer des composantes du vecteur dans la nouvelle base, x', aux composantes de l'image, y' dans cette même base. Et la matrice qui fait le lien entre les deux, c'est la matrice de l'application f dans la base, la nouvelle base, U. Alors il faut que je calcule ça. Alors pour calculer ça, normalement, pour calculer A' égale P-1 AP, il faut que je calcule P-1. C'est-à-dire la matrice dans la base EI de l'application linéaire qui envoie les UI sur les EI. Donc elle envoie U1 sur E1, U2 sur E2, U3 sur E3. Donc c'est l'application inverse en fait. L'application linéaire inverse de F. De l'application qui envoie E1 sur U1, E2 sur U2, E3 sur U3 qui était stocké dans P. Donc pour pouvoir former cette matrice P-1, il faut absolument exprimer les vecteurs de la base canonique E1, E2, E3 à l'aide des nouveaux vecteurs U1, U2, E3, puisqu'il faut faire l'opération inverse. Donc alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut poser des systèmes, ici on ne va pas faire ça par des systèmes, on peut aussi regarder. Là je remarque un certain nombre de choses simples, c'est que si je somme U1, U2, U3, vous voyez, les composantes, en fait, elles vont se simplifier, et je vais en fait trouver 3 fois E1. Je vais trouver 3, 0, 0. Donc j'ai une formule très simple pour U1, pour E1, c'est 1 tiers de U1 plus 1 tiers de U2 plus 1 tiers de U3. Alors après, il faut peut-être tâtonner un petit peu, ce qui n'est pas interdit, on a le droit de tâtonner. C'est mieux que de s'amuser à résoudre un système, parce que c'est plus rapide quand même. Mais sinon on fait un système. Et là on essaie de trouver une combinaison de U1, U2, U3 qui me donne E2. Alors une combinaison assez simple, c'est de prendre une fois E1, enlever 2 fois U2 et d'ajouter une fois U3. Et là, on trouve 3 fois E2. D'accord? Donc, on trouve exactement ce vecteur-là. 0, 3, 0. Donc, ça permet de trouver que E2, c'est 1 tiers de U1, moins 2 tiers de U2, plus 1 tiers de U3. Alors, on fait pareil pour le vecteur E3. On trouve que c'est 1 tiers de U1, plus 1 tiers de U2, moins 2 tiers de U3. Ce qui fait que la matrice P-1, on met ces vecteurs en colonne. La première colonne, c'est le vecteur que j'ai donné avant, qui était normalement encadré en rouge, le premier vecteur, le deuxième en vert, le troisième en bleu. Voilà, et je les range en colonne ici. Donc 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, première colonne, qui était en rouge, 1 tiers, moins 2 tiers, 1 tiers, deuxième colonne, 1 tiers, moins 2 tiers. Donc la matrice P-1, si je mets un tiers en facteur, c'est 1 tiers fois la matrice 1, 1, 1, moins 2, 1, 1, 1, moins 2 que j'ai énoncé en colonne. Voilà. Alors après, il suffit de faire le produit P-1AP, donc de ces trois matrices. Alors bon, il faut être soigneux. Hein. Alors comme c'est associatif, je peux le faire par exemple en faisant d'abord les deux dernières. Hein. Donc je vais faire d'abord le produit A et P. Puis après, je multiplierai par P-1. Mais j'aurais pu faire aussi P-1A, puis multiplier par P. Bon, je commence plutôt naturellement. Comme je suis droitier, je commence par l'application. Je commence par la droite, en fait. Donc, je vais faire 0, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, 1, moins 1, 0, par 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Alors, pour essayer de faire les calculs plus vite, vous vous rappelez, multiplier à droite par une matrice, c'est combiner les colonnes. Donc je vais combiner les colonnes rouge, vert, bleu par les coefficients que j'ai écrits là. Alors je m'aperçois que je n'ai pas mis les bonnes couleurs sur le troisième, donc je vais réécrire comme il faut ici.
Là, ça c'est en bleu. 1, 0, moins 1. Bon, oui, bon, bah, je vais le refaire autrement parce que c'est pas très joli. Je vais le faire bien. 1, 0, moins 1 ici. D'accord? Donc je prends mon code. 1, 0, moins 1. Donc je vais prendre le coefficient rouge, le multiplier par la colonne rouge, le coefficient vert par la colonne verte, le coefficient bleu par la colonne bleue. Et ça va me donner la première colonne. La première colonne, donc je vais avoir une fois la rouge plus une fois la verte plus une fois la bleue. Je somme les trois colonnes et ça me donne ici 0, 0, 0. La première colonne du résultat, c'est que des zéros. Pour calculer la deuxième colonne de la matrice AP, eh bien, je vais faire ici une fois la colonne rouge, moins une fois la colonne verte et 0 fois la colonne bleue. Donc je vais soustraire les deux premières colonnes. Et ça me donne 1, ensuite 1, et ensuite, ici, dernier coefficient, ben, moins 1, moins 0, moins 1, moins 2, c'est ça. Donc je trouve 1, 1, moins 2. Et pareil pour la troisième colonne, je vais prendre une fois la colonne rouge, 0 fois la colonne verte et moins une fois la colonne bleue. Je prends la troisième colonne et avec ça, ces coefficients vont me servir à combiner les trois colonnes de la matrice. Donc je vais prendre une fois le rouge, 0 fois le milieu et moins une fois la bleue. Donc je vais soustraire la première, je vais faire la première moins la troisième. Donc je vais trouver moins 1, 2, moins 1. Voilà. Bon, une fois que j'ai fait ça, eh bien, il me reste à faire la même chose pour multiplier par P-1. Alors j'ai mis un tiers devant, ce sera un peu plus simple, je n'aurai pas de fraction. Et là encore, je travaille de droite à gauche, c'est-à-dire je vais combiner les colonnes de la matrice P-1 par la matrice, par les coefficients qui se trouvent dans la matrice de droite. Donc le coefficient rouge, il va toujours prendre la première colonne. Le coefficient vert, il va toujours prendre la deuxième, et le coefficient bleu, toujours prendre la troisième. Donc, je vais prendre 0 fois la première colonne, plus 0 fois la deuxième, plus 0 fois la troisième. Ça va me donner la première colonne du résultat. Il n'y a que des zéros. Je crois que j'en ai oublié un, je le mets. Voilà, ensuite, je vais prendre une fois la première colonne, deuxième, plus une fois la deuxième colonne, moins 2 fois la troisième. Bon, ben là, les calculs me donnent 0, moins 3, 6. Et de la même façon, pour la troisième colonne, je vais prendre moins une fois la colonne rouge, 2 fois la colonne verte, moins une fois la colonne bleue. Donc ça va me donner, ben, je vais faire moins 1, plus 2, moins 1, ça va donner 0 au début, ensuite moins 1, moins 4, moins 1, moins 6, ensuite ça va me donner moins 1, plus 2, 1, plus 2, 3. Voilà. Donc maintenant je simplifie par un tiers, je me trouve la matrice A' qui est là. Voilà donc la matrice de l'application dans la nouvelle base. Alors vous allez me dire, ah monsieur, mais c'est quand même assez long. Ben effectivement, il faut calculer l'inverse d'une matrice. Bon, l'avantage c'est que si je prends une nouvelle application linéaire et que je demande sa matrice dans la base U, je fais le même travail. P et P-1, je peux les utiliser à nouveau. Il y a juste à changer la matrice du milieu. Donc en quelque sorte, j'ai préparé le terrain pour faire plein de changements de base pour tout un tas de matrices qu'on me donne. Mais c'est vrai que si je n'ai pas besoin de faire ça pour plusieurs matrices, je peux aussi me débrouiller de façon plus élémentaire. C'est ce que je vais faire par une deuxième méthode, donc qui évite le calcul de P-1 de cette façon. Donc je vais calculer simplement f de U1, f de U2 et f de U3, et je vais essayer de les exprimer dans la base U1, U2, U3. Donc f de U1, si je calcule, je fais le produit de la matrice A par les composantes 1, 1, 1 de U1. Je travaille dans la base canonique là. Donc je vais prendre ici, quand je multiplie par le vecteur 1, 1, 1, ça revient à faire, en fait, à sommer les trois colonnes. Vous voyez? Je vais sommer les trois colonnes ici. Je vais faire une fois la première colonne. Il va aller celui-là. Après, une fois la deuxième. Une fois la deuxième. Et puis une fois la troisième. Bon, je n'ai pas mis de code couleur cette fois-ci, mais vous avez compris. Donc, ça va me donner ici 0, 0, 0. D'accord? Donc, je travaille toujours en colonne ici. Hein. Voilà. Voilà.
Et voilà. Et je combine les colonnes par les coefficients du vecteur qui est à droite. Bon, je multiplie par les coefficients, j'ajoute à la fin. Bon, bien, je fais pareil pour f de u2. Là, j'ai mis les codes couleurs. Bon, une fois la colonne rouge, moins une fois la colonne verte, 0 fois la colonne bleue. Et ça me donne 1, 1, moins 2. Il faut faire attention parce que 1, 1, moins 2, c'est dans la base canonique. Je travaille dans la base canonique pour l'instant, parce que j'ai pris la matrice de l'application dans la base canonique. Et il faut que j'exprime ce vecteur 1, 1, moins 2 à l'aide de U1, U2, U3. Alors là aussi, il faut bricoler un peu. On peut résoudre un système, ou alors on peut essayer de trouver assez facilement que 1, 1, moins 2, eh bien en fait c'est moins U2 plus 2 U3. Bon. De la même façon, f de U3, je calcule f de U3, je trouve que c'est moins 1, 2, moins 1, et puis ce vecteur-là, f de U3, il faut que j'exprime à l'aide de U1, U2, U3. Là encore, on peut résoudre un système, je ne vais pas faire comme ça, je vais tâtonner, je vais trouver des quotients simples, ça va être moins 2U2 plus U3. Donc finalement, je trouve encore, en rangeant en colonne les images f de U1, f de U2, f de U3, ici, je veux obtenir le f de U1, ça faisait 0, d'accord. F de U2, c'était 0, moins 1, 2, c'était moins U2 plus 2U3, et F de U3, c'est moins 2 U3, moins 2U2 plus U3. Donc voilà ce qu'on obtient ici. D'accord? Bon. Alors, j'espère que c'était clair. On continuera l'exercice demain.